Bismillahirrahmanirrahim. Donc j'ai eu l'occasion de venir assez souvent à Bouira justement pour présenter le LMD, surtout pour les enseignants, pour les étudiants, et c'est la première fois justement que j'ai l'honneur de le présenter pour mes camarades et collègues enseignants de l'université à Bouira, puisque je suis moi-même enseignant à côté à l'université de Boumardès. Voilà, donc je vais vous livrer un certain nombre de choses qui concernent le système d'enseignement que vous allez entamer, puisque la majorité d'entre vous a fait le système classique, puisque vous êtes titulaire justement d'un diplôme du système classique, et que vous n'êtes pas au fait des choses concernant, enfin de toutes les choses concernant le système que vous allez dorénavant appliquer, puisque si je comprends bien, si j'ai bien noté, je m'adresse aujourd'hui principalement aux nouveaux enseignants qui viennent d'être recrutés, et aussi pour animer la discussion, que la discussion soit peut-être plus attachante. Et il y a parmi nous aussi les responsables de filières et de spécialités, et je ne sais pas s'il y a les responsables des domaines, puisque eux aussi sont concernés et qui ont déjà une certaine pratique, et ils vont nous faire partager justement leurs pratiques et les difficultés qu'ils ont reçues, qu'ils ont pu noter, qu'ils ont pu recenser. Et c'est à partir de là, justement, que nouveaux enseignants et anciens enseignants, on va confronter l'ensemble de nos difficultés, l'ensemble des bonnes pratiques aussi qu'on a pu recenser, pour faire de telle sorte que chacun d'entre vous, surtout les nouveaux enseignants, puisse entamer à bon escient cette nouvelle année que je vous souhaite pleine de réussite. Donc, si vous permettez, je vais vous présenter le programme, enfin le menu qui va s'étaler sur deux journées. Aujourd'hui, la matinée, si on a le temps, on doit terminer dans la matinée, et la semaine prochaine aussi, c'est une matinée. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par les concepts de base sur le LMD, mais vraiment quelque chose de très léger qui va permettre la majorité d'entre vous de se mettre un petit peu sur le diapason, sur un même niveau que vos collègues, sans approfondir la chose. Puis, dans la partie B, aujourd'hui, on va faire un atelier, comment se déroulent les études, comment doivent se dérouler les études au niveau du LMD, au niveau du système LMD. Donc, ça va être beaucoup plus de discussions, questions-réponses, avec un exposé, bien sûr, et à ce moment-là, nous aurons besoin d'un appui documentaire, qui est le support qu'on vous a distribué, et un autre support aussi, constitué par les arrêtés 711 et 712. Et là, si vous ne l'avez pas encore, il va certainement l'être tout à l'heure, il va vous l'être distribué tout à l'heure, le 711 et 712. Donc nous aurons un support documentaire constitué du support que vous avez, et le 711 et 712. Donc je crois que pour le menu d'aujourd'hui, c'est déjà suffisant. Il vous permettra vraiment par la suite d'entamer bien comme il faut justement les études dans le système LMD. La deuxième journée que je projette que ça va être le 25 ou le 26 selon vos planifications, bien entendu, puisque vous avez des charges pédagogiques en parallèle, et aussi selon la disponibilité de la salle, je suppose, je verrai cela avec l'administration, c'est qu'il y aura un atelier sur une deuxième partie, c'est comment se passe l'évaluation et la progression dans le domaine, dans le système LMD. Et nous terminerons par une sorte de convivialité entre nous, c'est par un test pour voir à peu près si le message qui a été distribué pendant 2 jours a été réellement compris, et s'il y a encore des imperfections, peut-être que nous pourrons revenir encore une autre semaine
en fonction des résultats du test, bien entendu. Si le test n'est pas, il laisse apparaître justement un certain nombre de failles, à ce moment-là, on essaiera de les combler par une autre intervention, et ça sera la troisième intervention. Que je souhaiterais, bien sûr non, puisque je souhaite que, au niveau du test, que tout soit compris, ou du moins la majorité des concepts avancés dans ces 2 jours soient bien compris pour vous permettre une bonne manipulation de ces concepts avec vos charges, puisque vous allez manipuler le système LMD durant toute votre vie professionnelle. Là, vous ne pouvez pas l'éviter. Autant maintenant, donc dès maintenant, profiter du maximum de par de mon expérience, de par les supports des commentaires qu'on va négocier, qu'on va discuter, de par aussi l'expérience de nos camarades ici présents, les responsables de spécialités, de domaines, s'il y a lieu, et de filières. Donc, sans tarder, je vais commencer par les concepts de base. Le concept de base, donc, le LMD, c'est une nouvelle architecture dont l'historique n'est pas très lointain. L'historique remonte à 1999 dans le monde entier, bien qu'aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, ce système il était quelque peu appliqué. La mondialisation aidant, la chute du mur de Berlin, l'effondrement du système socialiste, etc., l'émergence d'un certain nombre d'autres idées liées au capitalisme, etc., ont fait qu'un nouveau système était indispensable, et surtout au niveau des pays européens, puisque les frontières à ce moment-là avaient sauté. Il y avait une mondialisation des connaissances et qu'une nouvelle architecture de l'enseignement supérieur était indispensable. Une architecture qui devait permettre, qui a permis justement une mobilité, une grande mobilité entre les différents pays européens. Donc ça c'était en 99, plus connu sous le nom du processus de Bologne, en Italie. En mai 99. Cette architecture, est-ce qu'elle devait rester uniquement en Europe ou bien franchir justement les frontières? Vu que l'Europe est constituée de pays actuellement qui sont dominants, avec les pays américains, avec les pays anglo-saxons, ça vous le connaissez mieux que moi, c'est que, nous, pays africains, maghrébins, pays arabes en général, nous étions dans l'obligation d'adopter justement ce que eux appliquaient. On ne pouvait pas rester en marge, à défaut, bien entendu, d'inventer notre propre système. À défaut de l'inventer, nous étions dans l'obligation de suivre un tant soit peu, puisqu'il faut quand même l'appliquer à ses propres réalités. Nous étions dans l'obligation de suivre un certain nombre de choses issues du LMD. Donc c'est pour cela que le LMD n'est pas tout à fait, je pars de l'Algérie, n'est pas tout à fait une émanation européenne, loin de là, mais il y a l'idée européenne qui est là, certes, anglo-saxonne aussi, mais il y a une grande part aussi et qui tient compte justement de la réalité algérienne. Et c'est peut-être parfois, cette dualité entre ce qui est importé et ce qui est la source ce qui est plutôt la réalité émanante de notre propre réalité, je voulais dire, qui est la source justement d'un certain nombre de difficultés que nous rencontrons actuellement au niveau du LMD. Par exemple, des textes qui sont très bien faits. Si jamais on voit la profondeur des textes, ils sont très bien faits, mais malheureusement peut-être qu'ils ne s'appliquent pas tout à fait pour notre réalité. Donc on cherche à appliquer des textes et on cherche aussi à élaborer des textes,
Mais nous sommes limités aussi par les exigences de l'importation de ce système. Et voilà, et ça crée des conflits. Et c'est les conflits que nous connaissons actuellement au niveau de l'application du LMD dans nos établissements universitaires. Ça, peut-être, nous aurons l'occasion de revenir dans le débat sur les difficultés. Pourquoi il y a des difficultés d'application du LMD en Algérie. Donc, la nouvelle architecture, elle a amené, par rapport au système classique, elle a amené une nouveauté qui est la semestrialisation. C'est que le système classique, il était annuel. Maintenant, il est semestriel au niveau du LMD, qui veut dire que toute l'évaluation, elle se passe non pas à la fin de l'année, mais à la fin de chaque semestre. Un semestre, il est valorisé dans le système LMD par 30 crédits, exactement 30 crédits. On va voir justement cette notion de crédit. Mais pour le moment, admettez-le tel quel. Et puis, justement, on va détailler cette notion au fur et à mesure de l'atelier tout à l'heure. Et qu'un crédit, il est fixé par la tutelle, par le ministère de tutelle, et actuellement, il est entre 20 à 25 heures. Entre 20 à 25 heures de volume horaire. Vous prenez une matière, quelconque, qui a un certain nombre de volumes horaires, par exemple 80 par semestre, vous dites que 80, à raison de 20 heures par crédit, vous n'avez qu'à diviser 80 par 20 et vous allez trouver 4 crédits, puisque 4 fois 20, ça fait 80. Voilà à peu près, grosso modo, comment on détermine le crédit. Maintenant, pourquoi le crédit, à quoi qu'il sert le crédit, on va le voir aussi durant justement la succession du temps de ces 2 journées consacrées au LMD. Au niveau du LMD, ici, je peux avoir un crédit 20 à 25 heures, que ce soit en présentiel ou bien en personnel. C'est-à-dire qu'on mesure, à partir de volume horaire consacré à la matière, on donne un certain nombre de crédits, par exemple 4 pour 80, sachant qu'un crédit fait 20 heures. Eh bien, parmi ces 4 crédits, ils correspondent au travail présentiel et personnel, puisque le travail personnel, il est comptabilisé aussi dans les crédits, chose qui n'existait pas dans le système classique, puisque le système classique, il est basé sur l'objectif qui était la moyenne, et que le travail personnel, il appartenait à l'étudiant, soit de faire 100 à 150, 0, 20, peu importe. C'est-à-dire qu'on comptabilisait, on jugeait l'étudiant sur la note, sur la moyenne. Donc là, il y a 2 choses, qu'on comptabilise le présentiel, c'est-à-dire ce que réalise l'étudiant avec son enseignant, et aussi l'enseignant, il estime que pour cette matière, il doit réaliser un certain nombre d'heures de travail personnel. Donc tout ça rentre dans le crédit de 20 à 25 heures. Maintenant, pour comment c'est structuré l'enseignement au niveau du LMD, c'est qu'il y a le domaine. Au début, il y a un domaine. Vous avez certainement entendu parler qu'à l'université de Beira, vous avez le domaine mathématiques et informatique, vous avez le domaine sciences de la matière, vous avez un domaine sciences et technologies, sciences de la vie, etc., etc. Donc, un certain nombre de domaines. Actuellement, en Algérie, nous dénombrons 15 domaines à temps plein, en plus d'un certain nombre d'autres sous-domaines. Mais les sont au nombre de 15. Donc, l'étudiant, quand il rentre dans un domaine. Il dit que, voilà, je vais faire sciences de la nature et de la vie, donc il va aller à un domaine spécialisé pour cela, qui est le domaine SNV. Il veut faire la technologie, il va aller donc dans le domaine sciences et technologies, etc., etc. Chaque domaine, il comprend un certain nombre de filières. Donc vous voyez, c'est une arborescence. Donc chaque domaine, il lui correspond un certain nombre de filières. Par exemple, le domaine de la biologie, la filière biochimie, la filière génétique, la filière biotechnologie, etc., etc., selon les compétences de l'établissement universitaire. Pourquoi le domaine et filière, puisque maintenant, on n'exige pas de l'établissement universitaire à ce qu'elle ait tel ou tel domaine, mais elle est tel ou tel domaine
Elle ouvre tel ou tel domaine en fonction de ses compétences. Si elle n'a pas de compétences dans le domaine qu'elle vise, eh bien ce n'est pas la peine, puisque ça va lui demander, et ça ne va que lui créer des difficultés et des problèmes. Donc, un établissement universitaire qui n'a pas les moyens, que ce soit d'infrastructures, d'encadrement, matériel, etc., et il veut se lancer plutôt dans un domaine qui demande ses moyens, bien c'est pas la peine. Pas la peine. Et il faut attendre, voilà, et donc aller que vers le domaine de sa propre compétence. Une filière, elle est composée d'un certain nombre de spécialités. Par exemple, si je prends le domaine filière informatique, vous avez réseau, vous avez système d'information, vous avez système informatique, etc., etc. Voici comment sont structurées les études au niveau du système LMD. Donc, un domaine, plusieurs filières, et une filière, plusieurs spécialités. D'accord ? Comme je l'ai dit, donc un étudiant, il rentre dans un domaine et il sera pris en charge donc par une équipe de formation. Quand il est dans le domaine, eh bien c'est par l'équipe de formation du domaine. L'équipe de formation, vous allez me dire quoi ? Elle va jouer un rôle très important, et vous, d'emblée, je parle des nouveaux enseignants, vous allez, dès le départ, être intégré dans une équipe de formation. Si vous intervenez en première année, à ce moment-là, ça va être l'équipe de formation du domaine. Et si c'est au niveau de la filière, ça va être l'équipe de formation de la filière. Et si c'est au niveau de la spécialité, ça va être l'équipe de formation de la spécialité, selon votre appartenance et selon aussi la nature de la matière que vous avez ou des matières que vous avez prises en charge. Donc cette notion d'équipe de formation aussi, on va revenir sur ça, puisqu'elle est souvent source de difficultés, puisque tous les textes réglementaires, ils renvoient vers l'équipe de formation. On vous dit selon l'équipe de formation, selon la progression, selon l'équipe de formation. Quand c'est quelque chose de flou qui n'est pas précis ou dans laquelle il est très difficile de faire une précision, puisque quand on fait une précision, on limite l'universalité. Donc lorsqu'on veut rester universel, on ne va pas vers la précision, on ne va pas vers la spécialisation. Donc on renvoie ça à l'équipe de formation. Donc cette notion d'équipe de formation, elle est capitale, mais puisqu'on lui renvoie à quelque chose qui n'est pas défini par les textes, eh bien l'équipe de formation, elle est souvent source de conflit, puisqu'elle travaille sans les textes. Elle est obligée de légiférer, de statuer sur des choses très importantes qui concernent une communauté qui est l'étudiant, une communauté extrêmement sensible qui est l'étudiant et pour laquelle elle n'a pas des textes. On lui dit seulement de légiférer. Donc quand elle légifère, en son âme et conscience, bien entendu, croyant bien faire, eh bien l'étudiant, il risque de ne pas l'accepter, surtout si ce n'est pas dans son intérêt. Donc cette notion d'équipe de formation, elle est très importante. Et elle ne peut être forte, elle ne peut bien légiférer une équipe de formation que si elle est constituée par des enseignants vraiment volontaires qui veulent faire quelque chose justement dans l'enseignement. Donc cette équipe de formation, je vous demanderai dès maintenant, il faut bien la prendre en charge. Et c'est les enseignants, ce n'est pas l'administration, puisqu'elle est constituée que d'enseignants. Donc elle est capitale, cette notion d'équipe de formation. Je souhaiterais vraiment qu'elle soit bien prise en charge, surtout par les nouveaux enseignants qui viennent de rentrer, qui sont pleins de vigueur. Il y a toute une vie professionnelle qui les attend. Autant dès maintenant bien s'investir justement dans le métier. Maintenant, quels sont les diplômes qui sont décernés dans le système LMD? Il y en a 3, comme son nom l'indique, LMD, c'est licence, master, doctorat, ou bien c'est comme les anglo-saxons, même un certain nombre de pays anglophones, type Belgique, etc., Espagne, c'est pas anglophone, et ils appellent ça les BMD, comme bachelor, master et doctorate.
Donc vous avez 3 diplômes. Pour la licence, pour les pays francophones, francophone, je ne sais pas, ou bien qui utilise le LMD, puisque le LMD, licence, master, doctorat, il est beaucoup plus français que belge, donc francophone. Il faut avoir 180 crédits. Pourquoi 180 crédits? Tout à l'heure, je vous avais dit qu'un crédit, plutôt qu'un semestre, comprend 30 crédits, exactement. Or, une licence, elle est sur 3 ans, donc il y a 6 semestres. Donc, si je multiplie 6 semestres par 30, je trouve 180 crédits. Donc, pour avoir la licence, l'étudiant doit absolument capitaliser 180 crédits. Ni plus, ni moins. Il ne faut pas, on verra tout à l'heure que l'étudiant, il peut progresser, il peut aller passer d'année en année sans avoir les crédits requis, mais à la fin, on lui dit de ramener tous les crédits. C'est-à-dire, on lui facilitera la tâche pour progresser, sous certaines conditions bien entendu, mais à la fin des fins, il faut absolument qu'il ait tous les crédits du cursus. C'est-à-dire, il n'y a pas de cadeau à la fin. Le master, il faut avoir 120 crédits supplémentaires, là aussi, puisque le master c'est sur 2 années, donc 4 semestres, je multiplie 4 par 30, ça fait 120. Et le doctorat actuellement en Algérie, il n'est pas valorisé en termes de crédit, mais il est valorisé en termes d'enseignement sous forme de séminaires, sous forme de conférences, sous forme d'ateliers, et surtout au niveau de la première année, et puis par la préparation d'une thèse qui s'étale entre 2 à 4 ans à peu près. Souvent la réglementation. Réglementairement c'est 3 années. Mais on peut aller jusqu'à 4 ans et cette année ils ont ramené encore une 5e année. Donc l'étudiant en doctorat de LMD, l'idéal serait qu'il la prépare sur 3 ans, mais vous savez très bien avec la publication, etc., c'est pas chose facile. Donc il peut aller jusqu'à 4, même jusqu'à 5. Et là aussi, cela dépendra, on revient à l'équipe de formation, tout le temps. C'est l'équipe de formation qui sera tout le temps mise en avant pour statuer sur le parcours pédagogique dans tous les cycles de formation de tel ou tel étudiant ou de tel ou tel doctorant. Maintenant, il y a l'unité d'enseignement. Le semestre, je vous avais dit qu'il comprend 30 crédits. Ces crédits sont répartis sur des matières, comme je l'avais dit tout à l'heure, 80, 40, etc. Et ces matières, ils appartiennent à des unités d'enseignement. Unité d'enseignement, c'est quoi? Très simplement, c'est un regroupement de matières, un regroupement de modules, ni plus ni moins. Et vous avez en général 4 unités d'enseignement dans le semestre. L'étudiant, il va subir 4 unités d'enseignement, et chaque unité d'enseignement, comme je vous l'ai dit, elle comprend une ou plusieurs matières. Généralement, en moyenne, c'est 2. Elle peut comprendre 3, comme elle peut en comprendre 1. D'accord? Mais ces regroupements sont effectués par les enseignants en fonction des affinités pédagogiques entre les matières, puisqu'on ne fait pas un regroupement comme ça, mais on fait un regroupement raisonné. On va regrouper l'algèbre avec l'analyse, et non pas l'algèbre avec la mécanique, par exemple. Ça, c'est aux enseignants de faire une étude et de procéder justement à des regroupements de matières. Et puis, une fois que ce premier regroupement est effectué, il va falloir affecter chaque groupe à une unité d'enseignement. Selon l'importance du regroupement, vous dites que, par exemple, que le premier regroupement qui est constitué de l'algèbre, de l'analyse et de l'algorithmique, eh bien, il est capital, eh bien, il va être fondamental. Donc, je vais le mettre dans une unité d'enseignement fondamentale. D'accord? C'est ça l'idée de l'unité d'enseignement fondamentale. Maintenant, si c'est des travaux pratiques, si c'est de la réflexion, si c'est des matières qui appellent l'étudiant à la réflexion et beaucoup de travail personnel, donc ça va être de l'autonomie de l'étudiant. Donc ça va être de l'unité méthodologique. On appelle ça comment l'étudiant acquiert la méthode.
de travail, l'autonomie dans le travail, à ce moment-là, ça va être, je vais mettre ce groupe de matières vers une UEM ou bien l'unité d'enseignement de méthodologie. Donc, nous avons vu l'unité d'enseignement fondamentale constituée par les matières fondamentales, l'unité d'enseignement méthodologie constituée par les matières aux travaux pratiques. Travaux pratiques, c'est une matière, mais réservée pour permettre à l'étudiant d'avoir de l'autonomie et augmenter le capital de son travail personnel. Et vous avez l'unité, on continue de la même manière à faire du regroupement et les affecter à des lieux. Vous avez les unités d'enseignement de découverte qui permettent à l'enseignant, plutôt à l'étudiant, de voir ce qui se passe dans les autres domaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je peux, par exemple, le concepteur de la formation, il dit que dans cette unité de découverte, je vais permettre à l'étudiant, comme son nom l'indique, de découvrir ce que font les étudiants dans les matières fondamentales d'un autre domaine. Par exemple, dans l'unité de découverte, sachant qu'il est en informatique, on peut lui mettre la chimie. La chimie qui est une matière fondamentale, par exemple, la chimie minérale, qui est une matière fondamentale dans le domaine de sciences de la matière. Pourquoi justement cette découverte? Elle lui permettra par la suite, et l'idée elle est là, et chose capitale dans le LMD, qui lui permettra de prendre une passerelle et de rectifier le choix initial qu'il a fait, puisqu'il a fait informatique et mathématiques, et finalement ça ne lui plaît pas, eh bien il va prendre justement une passerelle et aller vers la chimie s'il a choisi la matière de chimie comme matière de découverte. Là, on va voir aussi qu'il y a des difficultés qui se posent actuellement, puisque j'ai parlé de passerelle. Vous allez me dire, surtout pour nos amis responsables de spécialité et responsables de filières de domaine, et ils me diront que, mais écoutez, d'accord, c'est bien beau ce que vous dites là, mais les passerelles n'existent pas. Eh bien, moi je leur répondrai tout simplement que si la passerelle n'existe pas, ceci n'incombe pas au système LMD, loin de là, mais ça incombe au concepteur du cahier de charge, de la formation. Lorsqu'on fait la formation, l'équipe de formation, toujours, puisque c'est l'équipe de formation qui fait le cahier de charge, eh bien, c'est capital, il faudrait qu'elle prévoie ce genre de choses. Il faudrait qu'elle ait une connaissance approfondie du système pour permettre, et de tout l'enseignement à l'université, bien entendu, et même de tout l'enseignement au niveau du territoire national, pour permettre à l'étudiant, par la suite, de lui faciliter la mobilité ou bien son transfert d'un domaine vers un autre. Le transfert réussi et non pas des transferts problématiques. D'accord? Cette notion aussi, je sais que les responsables de spécialité et de filière ici présents reviendront là-dessus et on aura certainement l'occasion d'y revenir. L'unité transversale, transversale, donc comme son nom l'indique, ce sont des connaissances qui peuvent intéresser des connaissances de premier niveau, c'est pas fondamental, qui peuvent intéresser un ensemble de domaines, un ensemble de disciplines. Je dis par exemple celui qui fait les sciences de la vie, sciences de la nature et de la vie, peut-être que l'informatique est intéressante pour lui, peut-être que la chimie, donc le premier niveau est intéressant pour lui, l'histoire des sciences est intéressante pour lui. Moi j'ai toujours dit qu'il faut enseigner le LMD comme ça, comme une matière transversale, plutôt que de mettre une matière pour laquelle on ne peut pas l'assurer, ou bien on va l'assurer que difficilement. L'étudiant, puisqu'il arrive jusqu'à la 3e année, il a des problèmes de compréhension au niveau du LMD. Autant mettre dès le départ une matière LMD, le système, puisqu'il demande beaucoup de choses et beaucoup de connaissances. Donc, là aussi, ça ce n'est qu'un avis personnel. Donc tout ce qui est transversal, ce sont des connaissances de premier niveau et qui concernent plusieurs disciplines. Et il est bon de prévoir une ou deux matières par semestre qui permettront à l'étudiant de voir transversalement ce qu'est telle discipline. Ça peut être aussi les langues étrangères, avoir
la maîtrise, en tant soit peu, bien entendu, d'une langue étrangère. Voici à peu près justement les 4 unités d'enseignement que vous allez tout le temps manipuler maintenant. Bon, je m'adresse aux nouveaux enseignants. Vous allez manipuler sans cesse durant toute votre vie professionnelle et tant que le système LMD est là, bien entendu. Vous n'allez pas échapper à cela. Donc autant bien maîtriser dès le départ cette notion de l'unité d'enseignement. Je vais prendre maintenant l'unité d'enseignement. Je prends, si je reviens à l'unité d'enseignement fondamentale aux méthodologies, aux découvertes, aux transversales, eh bien, elle est dotée d'un crédit. Oui, elle est dotée d'un crédit. Chaque unité d'enseignement, elle est dotée d'un crédit. Lorsque je dis crédit, c'est quoi en fait? C'est qu'elle a un volume horaire. Puisque un seul crédit est un volume horaire. Donc 4 crédits, c'est plusieurs volumes horaires. C'est 4 fois 20 ou bien 4 fois 25, entre 20 et 25, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un nombre qui est fixé par le ministère de tutelle. Et elle est dotée aussi d'une moyenne et d'un coefficient. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le crédit? On va essayer de disséquer cette notion de crédit et voir justement ce qu'elle en renferme, puisqu'elle est souvent source de discussion à notre niveau, et on dit pourquoi le crédit, c'est quelque chose de superflu, c'est quelque chose qui ne correspond pas à notre réalité et tout cela. Eh bien, détrompons-nous, puisqu'il s'agit d'une notion qui est très importante, et on va, j'espère, le voir, cette importance, on va la voir au fur et à mesure justement de la progression de notre conversation, puisque je fais ça, je considère ça comme étant une conversation. Eh bien, le crédit, techniquement, je vous l'avais dit qu'il représente 20 à 25 heures fixées par la tutelle, et son importance, il n'est pas dans l'évaluation, puisque dans l'évaluation, il y a la note. Mais par contre, en fait, vous avez tout le temps, vous avez la qualité et vous avez la quantité. Lorsqu'on parle de l'aspect qualitatif, c'est la note. Ça, on ne peut pas l'éviter. L'étudiant, il a 15, il est bon. Il a 5, il n'est pas bon. D'accord? Mais le crédit, il n'est pas dans l'aspect qualitatif, mais il est beaucoup plus dans l'aspect quantitatif. Et il est utilisé surtout dans la progression. La progression, qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais prendre les étudiants qui ont 10 de moyenne et vont être admis, comme dans le système classique. Ça, c'est classique. Mais maintenant, avec la réalité d'aujourd'hui, avec la multiplication des connaissances à tous les niveaux, cette notion, elle ne peut plus s'adapter. On ne peut pas dire que 10, vous êtes admis. Non, il faut aller plus que cela. Et le LMD, justement, il nous apporte cette notion. Il nous dit que, finalement, que l'étudiant, s'il appartient à une classe, statistiquement parlant, bien entendu, s'il appartient à une classe de notes, il peut être bon. On peut lui donner une chance. Et on ne va pas, justement, on va arrêter sa progression, c'est parce que, il n'a pas 10. Mais on peut lui laisser, justement, une chance de progresser et la pratique a montré qu'effectivement, oui, maintenant nous avons 10 années de pratique du LMD et effectivement cette chance qu'on donne à l'étudiant grâce à cette notion de crédit, elle lui permet effectivement de se rattraper et de se responsabiliser surtout, puisque derrière le crédit, il y a la notion de responsabilisation. On lui dit, d'accord, on va vous donner une chance, mais à vous de s'organiser et de rattraper tout en faisant vos études de l'année pour laquelle vous êtes admis ou vous êtes admise, eh bien vous aurez aussi à rattraper toutes ce qu'on appelle les dettes. Les dettes, c'est-à-dire les crédits que vous n'avez pas obtenus et qui sont consacrés, comme appellation, on leur consacre l'appellation de dette. Là, vous avez remarqué la question qui m'a été posée la semaine dernière aussi. J'utilise beaucoup, c'est pas moi, mais c'est les concepts du LMD. On parle
beaucoup de notions du capitalisme, hein, dette, capital, crédit, etc. Tout ça, c'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émanation justement d'un monde capitaliste, hein, c'est-à-dire l'Europe, les pays anglo-saxons, etc. Donc, enfin, cette notion de crédit, en plus de l'aspect, son aspect technique, elle intervient aussi au secours de l'étudiant et elle est là pour le responsabiliser. C'est-à-dire qu'il saura que pour les études, ce n'est pas binaire 1 ou 0. D'accord, je peux progresser, je reconnais mes failles en tant qu'étudiant, mais je vais les combler. C'est ça la responsabilisation au niveau du crédit. Si je prends un exemple, je prends le cas d'un semestre, mais c'est fictif, enfin, là, comme un exemple. L'UEF, j'ai imaginé donc ici la première colonne UEF1, UEF2, UEF2, c'est-à-dire deux unités fondamentales. Une UEM, c'est unité d'enseignement méthodologique, et une UED, qui est plutôt unité d'enseignement de découverte, et je n'ai pas mis l'unité transversale, puisque je n'ai pas eu la place au niveau de mon écran. Peu importe. Et chaque matière, vous la remarquez qu'elle est composée d'un certain nombre de matières. La première, unité d'enseignement fondamental, elle est constituée de maths 1 et de maths 2. La deuxième, de maths 3 et de maths 4. Fictif, hein? Peu importe, ça peut être une matière, ça peut être 3 matières, ça peut être 4 matières dans certains cas, mais au moins une matière. L'unité d'enseignement de méthodologie, elle a une matière. L'unité d'enseignement de découverte, elle a aussi une matière. Je vais travailler en ligne maintenant en matière. La maths 1, donc le crédit est 6. Si je vous dis que le crédit fait 20 heures, il est de combien le volume horaire de cette matière dans le semestre? 120. Donc j'espère que donc ce sont des choses extrêmement simples, mais il faut absolument les comprendre, puisque par la suite on risque de comprendre un certain nombre de choses. Le coefficient c'est 1. Pourquoi c'est 1? Là on pourra revenir, puisque la détermination du coefficient d'une matière, c'est un autre problème. On pourra y revenir aussi. Mais pour le moment, admettons que c'est 1. Maths 2, elle a 7, donc volume horaire de 140 heures, hein, puisqu'elle a un volume de 7, et elle a un coefficient légèrement plus important qui est de 1,25. Pour ne pas compliquer, je vais m'hasarder, malgré tout, que le coefficient, comment je le détermine? Je prends le minimum du crédit et je le divise par l'ensemble des crédits. Donc le minimum ici c'est 6, donc je divise par 6, j'ai 1, et 7 divisé par 6, j'ai à peu près 1,25. Voici à peu près comment on détermine le crédit. Ça c'est l'une des méthodes, il y en a aussi d'autres méthodes. Et ça c'est important pour les enseignants quand ils auront à concevoir un cahier de charge, puisque ça ne va pas tarder, on va vous dire plutôt de rejoindre une équipe de formation, puisque les cahiers de charges, ils vont vous les demander incessamment pour les pour les nouveaux parcours de formation, pour l'année 2015-2016. Donc, ce sont des choses, là, il va falloir maîtriser. Maths 2, ça y est. Pour l'UF2 maintenant, Maths 3, 7 et 1,5, la même matière, etc., pour l'ensemble des matières. Maintenant, je vais voir ce qui est en gras, UEF1. Je vous avais dit que l'unité d'enseignement, elle a un ensemble de crédits et un coefficient. Eh bien, pour le crédit de l'UEF, ce n'est pas un volume horaire, puisque l'unité d'enseignement, en soi, en elle-même, n'a pas de volume horaire, mais elle a les volumes horaires des matières qui la composent. Les matières qui la composent, ils sont, c'est 6 et 7, 6 crédits et 7 crédits, ou bien 120 et 140 heures. Donc 6 et 7, ça fait 13. Donc, le crédit de l'unité d'enseignement, le nombre de crédits de l'unité d'enseignement est la somme des crédits des matières qui composent cette unité d'enseignement. C'est ça la règle. Donc c'est pour cela que je trouve 13, parce que c'est 6 et 7. Je vais maintenant à UF2. J'ai 7 et 5. C'est pour cela que je trouve 12. Je vais à l'UEM.
il n'y en a qu'une seule matière, c'est 3, donc le crédit de l'unité, c'est 3. Et l'unité d'enseignement 4, l'unité de découverte, pardon, l'unité d'enseignement de découverte, oui, 4, qui est à 2, comme matière, ben, elle n'a qu'une seule matière qui a un crédit de 2, donc son crédit est au nombre de 2. Voici comment on détermine le nombre de crédits d'une unité d'enseignement. Là aussi, c'est capital, puisque les étudiants, tout au long de l'année, tout au long du parcours de formation, tout au long du cycle de formation, à chaque fois, ils vont revenir vous poser ces questions, surtout à l'approche et à la fin d'une examination. Immédiatement, ils vont venir vous voir. Ils ne vont pas voir l'administration, puisque l'administration, généralement, elle est prise par d'autres soucis, et ils vont voir directement l'enseignant. Pourquoi, monsieur, j'ai tel ça, pourquoi j'ai tel. Donc, l'enseignant, il faudrait qu'il sache comment lui répondre à l'étudiant. Puisque l'étudiant, même si on lui fait justement une conférence par mois, mais ce n'est pas tous les étudiants qui viendront. Et généralement, ceux qui viendront, ce sont les étudiants qui n'assistent pas justement aux conférences sur le LMD. C'est comme ça, et on ne peut pas obliger tant de milliers d'étudiants à venir à une conférence. Bon, bien entendu, chaque matière, elle a une note qui provient de l'examination. Maintenant, ces coefficients au niveau de la matière, ils vont intervenir dans ce que nous, en plus dans le calcul de la moyenne semestrielle, ils vont intervenir dans une notion aussi importante qui a été amenée par le LMD qu'on appelle la compensation, chose qu'on va voir tout à l'heure. Pardon? Je reviens? Ah oui, ce sont les coefficients des EUF. De la même manière, je vais, puisque je vous avais dit, l'UEF, il a un nombre de crédits et des coefficients. Effectivement, là vous avez bien fait, Steph, de me le rappeler. C'est que de la même manière, je prends les coefficients plutôt les crédits des EUF. J'ai du bas vers le haut, j'ai 2, 3, 12 et 13. Le minimum, c'est quoi? C'est 2. Donc je divise le minimum par l'ensemble des crédits des UF et j'ai les coefficients correspondants. 2 divisé par 2, ça fait 1. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et 12 divisé par 2, toujours le minimum qui est 2. Ça fait 6. Et 13 divisé par 2, ça fait 6 et quelques, disons 5. Le coefficient? Ah, bien sûr. Ah, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, mais c'est ce qu'on appelle une heuristique, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est une méthode ad hoc. Hein. Vous pouvez bien adopter, par exemple, ce qui est adopté actuellement dans la première année, dans les socles communs de première année, dans tous les domaines, c'est 1h30, sauf un certain nombre de domaines qui se sont écartés de cette règle. C'est 1h30 est égal à 1. C'est-à-dire que si vous avez une matière qui fait un volume horaire de 4,5, eh bien vous allez avoir combien de 3,5? 3 questions. C'est-à-dire 3 fois et demi, ça fait 4,5. Si vous avez une matière qui fait 6 heures, j'aurai combien de coefficients? 4. C'est-à-dire que je divise par 1,5 et je trouve le nombre de coefficients. Voilà une deuxième méthode. Et il y a une autre méthode, là il faut aller vers le Turing. Le Turing, c'est quoi? Lorsque le processus de Bologne a été mis en place en 1999, il y a eu, comme toute chose nouvelle, il y a création, il y a innovation. Eh bien, l'innovation, c'était quoi? C'était la création d'une société européenne chargée de l'enseignement supérieur et comment, justement, calculer cette notion de crédit. Comment nous sommes-nous arrivés à 20 et 25 heures? C'est pas comme ça, 20 et 25 heures. En Europe, c'est 25 et 30. Eh bien, c'est cette société qui s'appelle le Turing qui a abouti, à partir d'une étude statistique sur plusieurs décennies dans le passé, et puis une projection de plusieurs décennies dans l'avenir, ils ont trouvé qu'un crédit, la meilleure moyenne, c'est entre 25 et 30. En Algérie, ils n'ont pas adopté 25 et 30, ils ont adopté 22 et 25, et puis maintenant c'est 20 et 25.
Donc voilà, donc on va vers le Turing. C'est une excellente méthode pour faire un cahier de charge, pour faire comment on appelle ça, le programme d'information, et comment déterminer les crédits, comment déterminer les coefficients, etc. Selon sa méthode. Il ne parle pas des deux méthodes que j'ai exposées. D'accord, voici à peu près le... Oui, je vous en prie. Oui, c'est que dans matière 1, enfin, pourquoi il y a 6? C'est ça votre question? Oui, enfin, pourquoi il y a le 6, pourquoi il y a le 7? Oui, c'est ça votre question. C'est qu'au départ, oui, moi j'ai pris la chose à l'envers. C'est-à-dire, je pars en crédit, et puis je vais vers le volume horaire. Vous, système classique, vous dites volume horaire, et puis je vais vers le crédit. C'est ça. Donc, comme l'a dit votre camarade, c'est que, votre collègue, pardon, c'est que vous avez, je supposais qu'il y a 120 heures, 120 heures pour la matière 1, dans le semestre. Or, un crédit, je supposais qu'il fait 20 heures. Voilà, donc je divise 120 divisé par 20, je trouve 6. C'est vrai, j'aurais pu commencer par là pour que la chose soit plus claire. Mais... Pardon, hein. Ah, il est limité selon l'équipe de formation. Voilà, on revient à l'équipe de formation. C'est la matière. Bien sûr. Eh bien, non, non, oui, dans les UF, vous pouvez aller jusqu'à 40%. Dans les UF, pardon. Dans les UF, vous pouvez jusqu'à... En fait, vous avez 40, 30, 20 et 10. 40 pour les UF, 30 pour méthodologique, 20 pour les découvertes et 10 pour la transversale. Merci, monsieur Arrêteur. Donc, ma question, et puis j'enchaîne, donc c'est 40, 30, 20 et 10. Hein. Donc, donner le maximum, parce que c'est fondamental. Et bon, d'ailleurs, une unité, plutôt un semestre qui ne remplit pas cette distribution, c'est que il risque d'être rejeté. Il risque d'être rejeté par la CNH. Enfin, oui, la Commission nationale d'habilitation, si elle est bien regardante, bien entendu. Donc, je continue, comme l'a dit monsieur le recteur, peut-être qu'on va avancer dans l'exposé, et puis vous allez voir justement que dans l'atelier, ça va être, j'espère, très attachant comme... Bon. Allô, excusez-moi, j'ai un cours, vous vous rappellerez tout à l'heure. Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, pour la capitalisation, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une notion aussi bancaire, hein, donc capitaliste. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis cela, puisque maintenant il n'y a qu'un seul Paul. Hein, Paul, c'est le capital. Eh bien, dans le LMD, qu'est-ce qu'elle signifie justement cette notion de capitalisation? Capitaliser une matière, c'est acquérir une fois pour toutes l'ensemble des crédits qui lui sont dus, qui lui sont rattachés. Si vous avez une matière tout à l'heure, maths 1, c'était 6 crédits. Lorsque vous l'obtenez qualitativement, c'est-à-dire par la moyenne, lorsque vous l'obtenez, vous avez au moins 10 sur 20, eh bien, on dit que vous avez capitalisé la matière. C'est-à-dire que vous n'avez plus à la refaire. Vous allez dans n'importe quel pays, eh bien, cette matière, au monde, plutôt dans n'importe quelle université en Algérie, et même dans n'importe quel pays dans le monde qui applique le LMD, cette matière, elle vous sera
comptabilisés. C'est quand même chose très importante. C'est une avancée extrêmement importante pour le LMD par rapport au système classique. Et quand vous obtenez, quand vous validez l'unité d'enseignement, c'est-à-dire l'ensemble des matières qui la composent, on va le voir tout à l'heure, soit par capitalisation, soit par compensation, eh bien que cette unité d'enseignement aussi, elle est capitalisée, c'est-à-dire que vous n'avez plus à la refaire, quelle que soit l'université, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez. D'accord? Donc cette notion de capitalisation, elle est importante. La compensation. La compensation, ça vient de compenser, c'est faire appel à une autre matière pour aider, une autre matière, c'est à peu près ça. Quand vous êtes dans l'unité d'enseignement, je vais revenir, l'unité d'enseignement, voilà. Je vais revenir au tableau précédent, qui est l'unité de... je vais m'intéresser à l'UEF1, qui est composé de maths 1 et de maths 2. On va raisonner sur ça pour comprendre justement cette notion de compensation. La compensation, elle existe au niveau de l'unité d'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans maths 1, vous avez 8, et que dans maths 2, vous avez 5, ici, la compensation, c'est qu'aucune matière ne peut aider l'autre, puisque toutes les deux s'embâchent par rapport à la moyenne. Qualitativement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'unité d'enseignement. Maintenant, si vous avez 13 dans l'unité d'enseignement, et une autre matière peut-être 5 ou 6 au niveau de maths 2, eh bien, on va faire la moyenne pondérée, c'est-à-dire la moyenne de maths 1 fois le coefficient qui est 1, plus la moyenne de maths 2 fois 1,25, son coefficient, divisé par 2,25. Si je trouve 10, à ce moment-là, vous allez avoir les 13 crédits. Bien que vous n'ayez pas validé les 7 crédits. Vous n'avez validé que la première matière. Et grâce au jeu du coefficient, grâce à la pondération, grâce à la compensation, plutôt grâce à la pondération, vous avez compensé la note matière 1, plutôt la note matière 2 par la note de matière 2. Et à ce moment-là, on vous comptabilise l'ensemble des matières, plutôt des crédits, qui sont rattachés à l'unité d'enseignement. Ça, c'est très important. Très, 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 très important. Pour la matière 2, UF2, la même chose. Si vous n'avez pas maths 3 et que vous avez une bonne note en maths 4, de toutes les manières, on fait la pondération, la moyenne, plutôt la note de la matière 3 fois 1,25 plus la note matière de la matière 4 fois 1, divisé par 2,5, eh bien, si vous avez 10 et plus, vous allez avoir les 12 crédits. Si vous n'avez pas 12, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir? Sachant que vous avez obtenu la matière 3, c'est-à-dire 10 et plus, et que vous n'avez pas obtenu la matière 3. Eh bien, si vous n'arrivez pas à compensation, malgré tout, le LMDI il offre une possibilité à l'étudiant de conserver les crédits, de capitaliser les crédits des matières qu'il a obtenues, bien qu'il n'ait pas compensé l'unité d'enseignement en question, qu'elle soit fondamentale, méthodologique, etc. Je sais que le message, puisque je vois, il n'a pas été reçu, donc je vais reprendre très légèrement justement cette notion, et je vais m'intéresser à l'UEF2. L'UEF2, si vous avez la moyenne dans maths 3, et que vous n'avez pas la moyenne dans maths 4, d'accord? Donc, je vais aller vers la compensation. La compensation, c'est que je vais multiplier la note matière de 3 que vous avez obtenue, qui est supérieure à 10, puisque j'ai obtenu la moyenne, fois 1,5, son coefficient, plus la deuxième note, elle est en dessous de la moyenne, fois 1, divisé par la somme des coefficients, qui est 2,5, je vais avoir une moyenne. Une moyenne de l'unité d'enseignement numéro 2, fondamentale numéro 2, c'est-à-dire de deux matières. Si cette nouvelle moyenne
elle est supérieure ou égale à 10. À ce moment-là, j'ai compensé les deux matières. À ce moment-là, j'obtiens l'UEF2 et j'obtiens les 12 crédits. Ça, c'est le cas idéal. Le cas, malheureusement, qui risque de ne pas être idéal, c'est lorsque, après pondération, je n'obtiens pas 10. J'obtiens une moyenne inférieure à 10. Sachant que j'ai obtenu la moyenne dans matière 3 et que je n'ai pas obtenu la matière dans la matière 4. Eh bien, l'étudiant, il va capitaliser les 7 crédits. Pourquoi 7 crédits? Puisqu'il a obtenu la moyenne dans la matière 3. Mais il n'obtient pas les 12 crédits puisqu'il n'a pas pu compenser. Et il lui reste comme dette à l'avenir à rattraper les 5 crédits. Par exemple, s'il est admis en deuxième année, il aura à passer des dettes pour rattraper les 5 crédits. Puisque, en fin de compte, il y a la comptabilité finale qui consiste à dire de trouver, plutôt de capitaliser 180 crédits à la fin pour avoir le diplôme de la licence. D'accord? Je vais maintenant... Pardon. Je vais continuer dans la compensation. Ça, c'est la compensation au niveau de l'unité d'enseignement. D'accord? Et je vais appliquer le même principe pour les moyennes de chaque unité d'enseignement, qu'elle soit fondamentale, méthodologique ou découverte ou transversale. Ici, c'est 2 UF, une UM et une IED. Je vais appliquer exactement le même principe, puisque chacune a sa moyenne, qui n'est pas portée ici. Je vais porter sa moyenne. Sa moyenne, c'est quoi? C'est la moyenne aussi des matières. Donc, je vais, sa moyenne multipliée par 7, fois la moyenne du UF2 multipliée par 6, fois la moyenne de l'UM multipliée par 1,5, fois la moyenne de l'IED fois 1, divisé par 7 plus 6 plus 1,5 plus 1, c'est-à-dire 2,5, 8,5, 15,5, divisé par 15,5. Et là aussi, si je trouve pour l'ensemble 10 et plus, eh bien, quelle que soit la note des matières, quelles que soient les moyennes des UF, eh bien, je vais avoir les 30 crédits. Pourquoi 30 crédits? Puisque le semestre comprend 30 crédits. Puisque j'aurai compensé l'ensemble des UF entre elles, et à ce moment-là, j'obtiens les 30 crédits du semestre, bien que peut-être que je n'ai pas validé l'UF. Peut-être que je n'ai pas validé l'UEF2, etc. Donc, vous comprendrez dès maintenant que la conception, l'élaboration du cahier de charge du parcours de formation, elle est capitale, surtout cette distribution des crédits. Il faut faire de telle sorte que l'étudiant, quand il compense le semestre, eh bien, qu'il soit un bon étudiant malgré tout, ou bien un étudiant moyen. C'est-à-dire que les notes qu'il a obtenues dans les 2 UF, puisqu'il s'agit des fondamentales, eh bien, sont moyennes, ou bien se rapprochent de la moyenne, si elles ne sont pas bonnes ou très bonnes. D'accord? Donc, c'est là où intervient le génie du concepteur du cahier de charge, de l'équipe de formation. Donc, je reviens tout le temps à cette notion d'équipe de formation, qui est très importante dans l'Inde. Maintenant, si, après, au niveau du semestre, si je n'ai pas obtenu 10, après pondération des moyennes et coefficients des IE, eh bien, je vais, de la même manière comme la matière, conserver, capitaliser que les crédits des IE pour lesquels j'ai obtenu la moyenne. Exemple, si de l'UEF1, vous avez obtenu la moyenne, dans l'UEM3, vous avez obtenu la moyenne, et dans l'UEF3, vous n'avez pas obtenu la moyenne, et dans l'UED4, vous n'avez pas obtenu la moyenne. Après pondération, si vous avez obtenu 10, le problème est résolu, quelle que soit leur moyenne, vous avez 30 crédits, c'est comme si vous les avez obtenus. Maintenant, si vous n'avez pas 10, eh bien, vous allez capitaliser quoi? Que les unités d'enseignement pour lesquelles vous avez obtenu la moyenne, à savoir l'UEF1 et l'UEM3. Et vous aurez à refaire, comme dit le STED, c'est qu'en deuxième année, si l'étudiant est admis en deuxième année, il va refaire les UEF2 et l'UED4, puisqu'il n'a pas obtenu la moyenne, et par malchance, il n'a pas pu les compenser.
Voici justement cette notion de compensation. Il reste une troisième, donc il y a la compensation au niveau de lieu, des unités d'enseignement, de l'unité d'enseignement, il y a la compensation au niveau du semestre, et vous avez la compensation au niveau de l'année. L'année, c'est quoi? C'est l'ensemble des yeux, et non pas l'ensemble des yeux de l'année, c'est-à-dire semestre 1 et semestre 2, et on applique la même chose. Si l'étudiant a la moyenne, il va comptabiliser combien? 60 crédits, puisqu'il s'agit de l'année, et s'il n'a pas 60, s'il n'a pas la moyenne, à ce moment-là, il ne va comptabiliser que les crédits des matières acquises ou bien des IE acquises. Donc je vais voir la compensation, ça y est. L'évaluation et progression, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allô? Donc l'évaluation et la progression, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'évaluation elle est semestrielle, c'est-à-dire qu'à la fin du semestre, et là c'est un planning, et là j'insiste justement sur le planning qui doit être conçu dès maintenant et doit être porté à la connaissance de l'étudiant par chaque département. Chaque département doit faire pour chaque matière, eh bien il y a combien de crédits, quel est le coefficient, et quel est le mode d'évaluation. Est-ce qu'il y aura des contrôles continus ou pas? Est-ce qu'il y aura un examen ou pas? Le rattrapage, comment il s'effectue? C'est tout ça, par matière, il faut absolument, et les pondérations qu'il y a, c'est-à-dire les coefficients, au niveau des codes, au niveau de des contrôles continus, qu'au niveau de la matière, de l'examen final, ou bien du rattrapage. Il faut dès maintenant, car si on ne le fait pas maintenant, à la fin du semestre, on va l'appliquer, et lui, il ne sait pas, il ne connaît pas les règles de fonctionnement, et voilà, et c'est des problèmes qui naissent. Donc, pour éviter ces problèmes, il faut dès maintenant commencer à afficher, l'équipe de formation avec le département, il faut que le département donc affiche à l'intention des étudiants et aussi aux enseignants, justement ce planning d'évaluation de toutes les matières. Il y a la progression, évaluation et progression. La progression, elle est annuelle. Donc je vais dire un mot sur l'évaluation et un mot sur la progression avant d'aller sur l'atelier pour approfondir justement tout ça. L'évaluation, donc il y a des contrôles continus, qui peut être fait soit à l'improviste, comme ça, c'est-à-dire par surprise, ou bien qui sont planifiés. Vous dites au groupe d'étudiants, c'est par groupe d'étudiants, vous leur dites que la semaine prochaine vous aurez un contrôle continu. Cela ne dépend que de l'enseignant, ça relève de l'organisation pédagogique de l'enseignant. Les contrôles continus donc sont au niveau des TD et des travaux pratiques, c'est ce qu'on appelle le test au niveau des travaux pratiques. Il peut y avoir un examen final, c'est selon le cahier de charge, l'équipe de formation. Et il y a un rattrapage qui est organisé aussi, soit à la fin du semestre, selon les possibilités de l'établissement, soit à la fin de l'année. Pour les 2 semestres de l'année, bien entendu, s'il est organisé à la fin de l'année. Ce qui complique un peu les choses. Si vous avez le temps, organisez-le par semestre. C'est préférable, puisque ça va demander du temps. Ça va demander du temps de planification. Et si vous n'avez pas donc ce temps, essayez de le faire donc à la fin de l'année, au mois de juin. Évitez septembre, puisque septembre c'est problématique, puisque c'est la rentrée, on commence déjà une nouvelle année, dans la mesure du possible. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais si c'est possible de l'éviter, le rattrapage, et de faire le tout au mois de juin, ce serait parfait. Donc tout ça aussi se passe par semestre. Il y a le planning dont je parlais tout à l'heure, qui est capital. Il faut afficher à destination de l'étudiant, il faut lui afficher tout ce qu'il va subir. Enfin, les modalités, bien entendu. Les modalités. Matière, crédit, son UF, matière, crédit, coefficient, et puis le mode d'évaluation, contrôle continu. Combien de contrôles continus?
2 ou 3, généralement 2, et qui se font au niveau de TD. Ça, il faut l'écrire, puisque l'étudiant, comme ça, il a besoin d'informations. Et puis, l'examen final, s'il y a lieu, selon votre cahier de charge, et, chose très importante, vous allez lui dire, pas de la première à la deuxième année, mais surtout pour les étudiants qui sont en deuxième année, puisque c'est source de conflit aussi, puisque aussi par manque de communication dans l'ensemble des établissements universitaires, je ne sais pas si à Beera ça se passe comme ça, c'est qu'il faut lui dire quelles sont les unités d'enseignement fondamentales qui sont requises pour passer en troisième année. Pas de la première à la deuxième année. Première et deuxième année, il n'y a pas cette condition. On va le voir après dans l'atelier, quelles sont les conditions de la première à la deuxième. Mais de la deuxième à la troisième année, il y a la condition fondamentale qui est, c'est que l'équipe de formation, elle fixe au début du semestre les UF, les unités d'enseignement fondamentales qui sont nécessaires pour passer en L3, en troisième année. Donc l'étudiant, il faudrait qu'il le sache dès le départ, c'est pas à la fin, parce qu'à la fin c'est trop tard. Et si on le fait à la fin, il va vous dire, écoutez, moi je n'étais pas averti, et bonjour à toutes les difficultés. Voilà des écueils justement qu'on peut éviter avec une simple organisation, avec un simple affichage. La progression d'un semestre à un autre dans une même année, elle est automatique, hein, pour un étudiant régulièrement inscrit. C'est ce que dit la réglementation. C'est-à-dire pour un étudiant qui a sa carte d'étudiant et qui assiste aux enseignements. Puisque à la fin du semestre, l'équipe de formation, elle fait le pointage. Et un étudiant qui n'assiste pas, il est en situation d'abandon. Et lorsqu'il est en situation d'abandon, il n'est pas admis au semestre suivant. D'accord ? Ça, c'est les textes qui sont réglementaires. Maintenant, le passage de la première à la deuxième année, il faut avoir 60 crédits, soit par capitalisation ou par compensation, hein, chose qu'on a évoqué tout à l'heure, ou bien avoir entre 30 et 59 crédits. 59 pourquoi ? Puisqu'il n'a pas 60. Donc avoir 30 et 50, entre 30 et 50 crédits. Avec une condition, et là la condition aussi elle est sujette à discussion. Qu'est-ce qu'elle dit justement, cette condition ? Dans le texte réglementaire, c'est-à-dire dans l'arrêté 712, on vous dit qu'il faut avoir 1/3, 2/3. Les crédits que vous avez répartis sont de 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Les crédits, s'il a obtenu 39 crédits, 1/3 c'est 13, et l'autre c'est 26. Donc 13 et 26. C'est ça la répartition. Il faut avoir 13 dans un semestre et 26 dans un autre. Ceci a soulevé le tollé général des étudiants au niveau de tous les établissements. Le ministère, moi je savais qu'il ne voulait pas, quand il a parlé de la distribution, il ne voulait pas dire par rapport au crédit obtenu, mais au crédit d'un semestre, c'est-à-dire 30 crédits. 1/3 et 2/3, c'est-à-dire 10 et 20. C'est avoir 10 crédits dans un semestre et 20 crédits dans l'autre, quel que soit le nombre de crédits obtenus, que ce soit 39, 40 ou 50. Puisque dans la première, un étudiant qui a 10 et 20 crédits, il passe, puisque c'est 1/3, 2/3. Par contre, un étudiant qui a obtenu 39 crédits, c'est mieux que 30, mais s'il a 12 et 27, ça fait 39, il ne passe pas. Pourquoi qu'il ne passe pas? Puisque le tiers de 39, c'est 13. Et alors, il a obtenu 12. Donc, il ne passe pas. Et ça a été le tollé général. Et voilà. Et ça a soulevé justement des grèves partout. Et donc, je vous l'ai dit, puisque l'intention des ministères, c'était 10 et 20, et non pas, on calcule 1/3, 2/3 par rapport au crédit d'un semestre, c'est-à-dire 30 fixes, plutôt qu'au nombre de crédits obtenus par l'étudiant. Mais cela a été rectifié par une note émanant toujours du ministère du 28 octobre 2013, où il a rectifié et il dit que finalement il faut avoir 10 crédits dans un semestre. D'accord? Je ne sais pas si... Voilà, donc c'est pour cela que je n'ai pas marqué 1/3, 2/3 selon le texte. Mais il y a toujours un problème qui subsiste, c'est parce qu'une note, celle-ci, elle est signée par la Direction générale de l'enseignement, elle n'annule pas
les gens du droit, s'ils sont là, ils le diront mieux que moi, ils ne peuvent pas annuler un arrêté signé par le ministre. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'établissements qui continuent à appliquer un tiers, deux tiers, au risque de susciter de mécontentement chaque année. Ils disent que moi, il me faut un arrêté pour que ça soit abrogé. Et il y a d'autres établissements qui ont compris la chose et qui appliquent directement justement cette note. Ils se contentent de cette note et ils appliquent donc la première intention du ministère en fait, qui était 10 crédits par semestre. Bien entendu, ça c'est de la première à la deuxième année. Maintenant, de la deuxième à la troisième année, c'est qu'il faut avoir capitalisé 120 crédits. Pourquoi 120 crédits? C'est-à-dire 4 semestres. 4 fois 30, ça fait 120. 30, c'est le nombre de crédits par semestre. Ou bien, entre 90 crédits, c'est-à-dire 3 semestres, 30, 30, 30, et 119 crédits, puisque l'étudiant n'a pas obtenu 120 crédits. Avec la condition que j'ai expliqué tout à l'heure, la validation des JEF prérequises. Ces JEF prérequises, je le répète encore, sont source de problèmes à chaque année. Sont source de problèmes. Donc, partout, même chez moi au département d'informatique, c'est source de problèmes. Pourquoi? Puisque plutôt la communication, comme vous le savez, plus on en fait, et plus ça demande encore de la communication. Elle est toujours insuffisante. Et il y a des étudiants qui cherchent à passer aussi par les mailles du filet et qui donc essaient de remettre en cause tout cela si on n'est pas précautionneux dès le départ. Il faut tout le temps être précautionneux et la précaution principale, c'est d'afficher, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe de formation arrête le nombre des UF et qu'elle les affiche pour les étudiants au début du semestre. Chose qui est très importante, vous leur dites, voici les UF. Et je conseille à l'ensemble, dès maintenant, de ne pas prendre les unités d'enseignement fondamental qui sont dans le cahier de charge et de dire, voici les unités d'enseignement fondamental. Parce que l'étudiant, il ne va pas l'accepter et ça va être source de problème. Puisqu'il vous dit, à ce moment-là, moi je n'ai pas besoin d'équipe de formation, je n'ai qu'à lire le cahier de charge et je saurai quelles sont les unités d'enseignement fondamentales. Donc, il saura pour lui, il va déduire qu'il n'y a pas un travail de fond effectué par l'équipe de formation. Il le pense souvent, il dit que l'équipe de formation ne cherche pas l'intérêt de l'étudiant. Et il va se mettre en grève et ça crée des conflits. Donc, quand l'équipe de formation arrête les unités d'enseignement fondamental, essayez de mettre une par semestre. Une par semestre, elle est suffisante. Pourquoi? Si dans le cahier de charge vous avez 2, vous mettez 2. Pourquoi? C'est-à-dire que l'étudiant exigeait de lui du travail, mais demandez une UF plutôt que 2. Puisque si jamais vous lui demandez les 2, c'est-à-dire le nombre fixé dans le cahier de charge, bien que peut-être l'équipe de formation a ses raisons, mais l'étudiant, il va le comprendre à travers, il va le comprendre autrement que l'équipe de formation ne cherche pas l'intérêt de l'étudiant et ça va générer des conflits. Donc, ici, ce que je veux dire que, de façon générale, que l'évaluation c'est quelque chose de capital au niveau d'un établissement universitaire. Et que dans l'évaluation, c'est quelque chose de consensuel. C'est pas individuel. Ce n'est pas un individu, c'est-à-dire un enseignant ou bien un département qui prend la décision et il dit voici comment se fait l'évaluation. L'évaluation, elle pose des problèmes quand? C'est lorsque on crée justement les conflits. C'est lorsqu'on augmente beaucoup les redoublements. C'est ça justement où l'évaluation elle devient mauvaise. L'équipe de formation, si elle est au fait, elle n'arrivera pas justement à cette situation. Jamais. Et elle fera de telle sorte, c'est-à-dire qu'on va retrouver notre système classique, la fameuse gaussienne, que les meilleurs étudiants, c'est-à-dire la queue de droite, ça c'est les excellents, c'est les choses, les étudiants pertinents, la queue de droite, c'est les étudiants mauvais, ils ne vont pas parler, et qu'on va retrouver l'ensemble des étudiants qui, dans les quartiers, se rapprochent de la moyenne, c'est-à-dire la fameuse gaussienne, ou c'est-à-dire la moyenne des étudiants qui se retrouvent là. Et à ce moment-là, on n'aura pas de conflit, puisque cette moyenne, elle va être admise, enfin la moyenne des étudiants, bien entendu, va être admise en année supérieure. Donc, quand on fait l'évaluation, l'équipe de formation, il est capital qu'elle soit souple et qu'elle soit consensuelle, c'est-à-dire qu'elle travaille
en commun et faire de telle sorte qu'on se rapproche justement de cette fameuse gaussienne. Hein, parce que l'expérience a montré, c'est pas parce que je donne un sujet très difficile ou bien la majorité qui ne sont pas admis que j'ai la qualité dans la formation. Non. Bon, vous pouvez avoir un étudiant qui a 8 sur 10 qui peut se rapprocher, il peut être même meilleur que celui qui a 12 à 13, puisque le jour de l'examen, ça dépend de plusieurs facteurs. Là, comme vous le savez, et je m'adresse justement à des enseignants pas aux nouveaux enseignants, puisque cela viendra, mais aux enseignants qui ont déjà beaucoup d'expérience. Donc, la note, elle reflète certainement une certaine réalité, mais il faut la discuter aussi. Et là, jusqu'à présent, peut-être à travers le monde, on n'a pas trouvé le meilleur système d'évaluation. Et c'est pour cela que je vous l'ai dit, il est consensuel et ça vient de la profondeur du travail de l'équipe de formation. Il faut que l'équipe de formation, si elle est bien constituée, on évite pas mal d'écueils et je vous assure justement qu'on va tendre vers la qualité au niveau des enseignants. Maintenant, quelle est la progression au niveau du master pour les enseignants surtout qui sont affectés directement au master, de la première à la deuxième année? C'est qu'il faut avoir donc 60 crédits de la première année de master ou bien avoir 45 crédits et avoir validé les unités d'enseignement fondamental comme de la deuxième année de licence à la troisième année de licence. Et là aussi, dans le planning, j'insiste encore qu'il faut afficher aux étudiants l'ensemble des unités d'enseignement fondamental prérequises à la poursuite des études dans la spécialité. Voilà, je crois que je suis arrivé au... Ah oui, maintenant le redoublement et le redoublement en licence et en master. En licence, c'est 2 maximum, c'est-à-dire que vous allez avoir 3 plus 2, ça fait 5 années maximum. Maintenant, pour un étudiant qui a eu des circonstances explicables, qu'on peut expliquer, il peut bénéficier d'une 6e année, c'est-à-dire d'un 3e redoublement, à la seule condition qu'il ait validé 120 crédits. C'est-à-dire qu'il est en 3e année et qu'il n'a aucune dette sur la première et la deuxième année puisqu'il a obtenu 120 crédits. Donc un étudiant qui a fait 5 années, qui passe en L3, ou bien il est en L3, et il a 120 crédits, il peut bénéficier. L'équipe de formation, encore, elle va faire une décision, un PV, un procès verbal envoyé au département, comme quoi que tel étudiant ou tel groupe d'étudiants, peu importe, vont bénéficier exceptionnellement d'une 6e année parce qu'il a, voici le bulletin de notes, les notes obtenues, etc. et qu'il a obtenu 120 crédits durant son parcours, durant son existence à l'université. Pour le master, il n'y a pas cette condition, il n'y a qu'un seul redoublement, c'est-à-dire un master, il ne peut pas faire 3 années, une 4e année. Il ne peut faire ça il peut redoubler qu'une seule fois. Vous allez me dire maintenant, un étudiant de master qui a fait une première année, il a redoublé la 2e année et qui n'est pas admis en 3e année. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas admis en 2e année. Ça, il va falloir aussi malheureusement l'arrêter puisque même s'il est admis à la 2e année, donc au bout de la 3e, eh bien, il va rentrer dans la 4e année en M2, en 2e. Et à ce moment-là, ça va être contraire à la réglementation. Donc l'équipe de formation, là aussi, avec le département, doit être plus que vigilante dans ce... il y a des cas qui sont arrivés comme ça, hein. C'est pour cela que je vous le dis, et ça, au niveau du vice-rectorat, au niveau de l'administration, ils vont demander au département de faire un rapport. Pourquoi cet étudiant s'est retrouvé en dehors de la réglementation? Bien peut-être qu'il est soutenu, et ça va créer des conflits et des problèmes. Voilà, je crois que j'ai terminé la première. Je souhaite que ces éléments ils permettent à l'enseignant nouveau surtout de commencer justement l'évaluation, etc., selon justement le système LMD, chose qu'on va approfondir bien entendu dans l'atelier tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas, monsieur le recteur, est-ce qu'on va directement sur l'atelier ou bien on va répondre à une ou 2 questions avant d'aller vers l'atelier, puisque l'atelier, on va reprendre tout ça en détail.
Merci, M. Harjalla. Peut-être on va passer directement à l'atelier, mais vous avez parlé tout à l'heure, je voudrais que vous-même vous répondez à cette question des équipes de formation. Il y a 3 équipes de formation, une équipe de formation du domaine, une équipe de formation de filière, une équipe de formation de la spécialité. Bon, ça, qui doit déterminer les UF prérequises pour passer du L2 au L3, c'est-à-dire من السنة الثانية إلى السنة الثالثة بالنسبة للطلبة الذين تحصلوا على 90 رصيد pour les étudiants qui ont obtenu 90 crédits au moins, c'est-à-dire qui ont obtenu entre 90 crédits et 119 crédits. Qui doit définir ces unités d'enseignement fondamentales, les UF prérequises. كاين بعض الزملاء يسموها الوحدات الأساسية المشروطة لأن الجامعة وقعت في متاهات مؤخرا على مستوى كلية الحقوق. Je reçois chaque jour un PV. Est-ce que c'est une équipe de formation du domaine, de filière ou de spécialité? Moi, il me semble qu'il s'agit là d'une équipe de formation de la filière. Parce que l'étudiant se retrouve en 2e année et l'équipe de formation de la filière, c'est le responsable de la filière avec les enseignants, comme vous l'avez défini, M. Harjalla, les enseignants qui interviennent dans la filière. Ça, c'est primo. Deuxièmement, il faut retenir aussi qu'il faut dès maintenant afficher ces UF prérequises, dès maintenant aux étudiants. Monsieur le vice-recteur vous a demandé dernièrement de définir ces prérequises. Il faut que l'étudiant soit informé par voie d'affichage, voilà les UF prérequises, pour passer de la 2e à la 3e année. Et en ma qualité d'enseignant aussi, et je trouve que les UF prérequises doivent être des UF de la 2e année. C'est des UF de la 2e année. Quand on cherche les UF de la 1re année, je pense que M. Harjalla serait d'accord avec moi. Donc, il faut afficher le planning aux étudiants. Aussi, 3e point, il faut afficher le planning des examens et même le planning des contrôles contenus. Bon, M. Harjalla, il a dit un contrôle contenu, une interrogation écrite, elle peut se réaliser d'une manière inopinée, مفاجئة, ما نسميه بالاستجابة الكتابي، ولا مفاجئة ولا نعلم الطلبة باللي عندك امتحان ولا استجابة كتابي الأسبوع القادم ولا فيما بعد إلى غير ذلك. Pour ne pas laisser le cumul des interrogations écrites à la fin du semestre, بعض الطالب يبدأ ينتقد وينتفض باللي voilà ما درناش الأستاذ des interrogations écrites اللي دارهم في la fin إلى غير ذلك. Donc c'est des précautions à prendre. Il faut comprendre une chose, M. Harjalla il l'a dit tout à l'heure, l'équipe de formation doit chercher le consensus et elle doit être souple. Parce que la réforme appliquée par l'État algérien à partir de 2004 pour l'enseignement supérieur jette à la asbab. C'est l'encombrement des étudiants entrant en commun dans le système classique qui était un système tubulaire, donc il y avait un taux d'échec très important. Donc jette l'islahat pour améliorer le taux de réussite. Et on ne peut pas améliorer le taux de réussite avec une ancienne mentalité. Donc, c'est pourquoi il faut chercher le consensus et la souplesse. Le consensus et la souplesse, donc, pourquoi compliquer le parcours d'évaluation d'un étudiant? Sachant, comme il l'a expliqué M. Harjalla, c'est que l'évaluation par une note à un pourcentage plus ou moins important n'indique pas le taux d'assimilation de l'étudiant d'un cours ou bien d'une qualification quelconque. Donc voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Peut-être vous allez ouvrir l'atelier. Si vous avez un commentaire à ce que je viens de dire, qui doit définir les UF prérequises? Parce que là, on a fait خلق domaine ولا مع بعض ولا حاجة. Vous donnez votre point de vue, M. Harjalla. D'accord, monsieur le recteur. Je vous remercie d'avoir insisté justement sur deux points. Vous avez parlé de la souplesse et de l'aspect consensuel de la chose. C'est que vrai, c'est que l'équipe de formation, il faut
soit souple, très souple. Hein. Il faut pas. Bon, elle a une réglementation d'ailleurs, mais généralement, ces prérogatives ne sont pas décrites dans la réglementation. Essayez de la voir. On vous dit à chaque fois se reporter au travail de l'équipe de formation, et la réglementation en vigueur ne fait pas un balisage de ce que pourraient être les prérogatives d'une équipe de formation. Donc, sa tâche, c'est pour cela que sa tâche, elle est très difficile. Et en étant difficile, elle doit justement donc s'entourer de beaucoup de souplesse, beaucoup de compréhension et aussi de consensus et de travail de proximité. Ça, c'est pour l'équipe de formation. Toujours concernant l'équipe de formation, monsieur le recteur a parlé de leur fonctionnement. Puisque si on fait une déduction, l'équipe de formation, elle intervient aux UF, c'est au niveau de la deuxième année de la licence et au niveau de la première année de master. En première année, il n'y en a pas, puisque on ne parle pas d'UF prérequise. Mais l'équipe de formation, en première année, elle est là pour la compréhension, pour le planning, pour le suivi des études, etc., etc. Mais en deuxième année, et c'est là où intervient justement l'affaire des UF, il faudrait que l'équipe de formation, puisque la deuxième année, maintenant, c'est pas maintenant, même avant, c'est la filière. Puisque je vous l'avais dit tout à l'heure, que vous avez la filière, le domaine, la première année, la deuxième année, c'est la filière, et la troisième année, c'est la spécialité. Ça, c'est une règle en Algérie, et on ne peut pas, justement, s'écarter de cela. C'est comme ça, c'est la règle. Bon, nous appartenons à un ministère qui a délimité cela, et on ne peut pas donc s'écarter de cela. Donc, pour déterminer les UEF, il faudrait que ces UEF appartiennent à la deuxième année. Il ne faut pas fixer des UEF qui appartiennent à la première année, puisque sinon on aurait mis le passage comme condition de la première à la deuxième année, les UEF prérequises. Ça, c'était valable en 2005. En 2005, effectivement, en janvier 2005, il y avait un texte qui fixait des UEF de passage de la première à la deuxième année. Et puis, qui ont été abrogés par un texte qui s'appelle le 136 et 137. Et puis, ils sont venus les fameux 711 et 712. Donc, la première à la deuxième année, il n'y a pas d'UEF prérequise. Et lorsque l'équipe de formation de la deuxième année fixe les UEF, il faudrait que ces UEF soient inscrites dans le parcours de la deuxième année. Pas de la troisième année, puisque l'étudiant n'est pas encore en troisième année, mais pas surtout de la première année, puisque dans la première année, cette condition n'existait plus. Donc, il faut fixer les UEF de la première année. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, c'est par expérience, une UF par semestre, c'est raisonnable. Maintenant, quelle est l'équipe de formation? Puisque j'ai parlé de trois équipes tout à l'heure, c'est l'équipe de domaine, l'équipe de formation et l'équipe de spécialité. L'équipe de spécialité, elle est constituée donc d'un responsable de spécialité et par des enseignants de la spécialité, comme son nom l'indique. L'équipe de la filière, elle est constituée par un responsable de filière et par des enseignants de la deuxième année, c'est-à-dire de la filière. Et l'équipe de domaine, et là elle est un peu différente, elle est constituée par un responsable de domaine, des responsables de filière et des responsables des spécialités qui composent ce domaine. Donc, pour nous, concernant la deuxième année, puisque c'est le problème il se pose à ce niveau de la deuxième à la troisième année de licence, et en conclusion, c'est que l'équipe de formation elle est constituée par les enseignants de domaine, de la filière, c'est-à-dire la deuxième année, et c'est elle qui fixe le nombre et la nature des UEF et le mode d'évaluation, bien entendu, c'est-à-dire le fameux planning dont j'ai parlé tout à l'heure des étudiants pour la deuxième année. Voilà, car si jamais l'équipe de formation en deuxième année, lorsqu'elle traite les affaires de la deuxième année, elle va de la filière donc, elle va s'immiscer dans les affaires du domaine, c'est bonjour aussi les difficultés. Il faut que chacun fasse son travail. Voilà à peu près justement, monsieur le recteur, ce que j'ai comme élément de réponse. Voilà, oui, enfin il a parlé, monsieur le recteur, des interrogations écrites. Là c'est dans le planning. C'est par surprise vous les faites ou bien par planification. Par surprise, c'est lorsque il faut que, excusez-moi de le dire, il faudrait que l'enseignant soit aussi vraiment performant.
C'est-à-dire que dans son cours, dans tous les domaines, pour qu'il arrive justement à faire passer cette idée que l'étudiant, il ne sait pas, il arrive et hop, on lui dit de prendre une feuille interrogation écrite. Il faudrait que l'étudiant ne rechigne pas, il faut que l'étudiant accepte cela. Et s'il accepte cela, c'est que vraiment il a en face de lui un enseignant de caractère qui fait convenablement son travail, etc. Malheureusement, et ça existe, il faut le dire, un enseignant qui présente des failles dans la conduite de ses enseignements, bien entendu, et si en faisant justement cela par surprise, il va récolter immédiatement des problèmes. Donc mieux vaut pour cet enseignant qu'il avertisse les étudiants à l'avance et leur dire que la semaine prochaine vous aurez une interrogation écrite. Donc cela dépendra aussi justement du caractère, de la personnalité et de l'engagement de l'enseignant dans son travail. C'est à lui, bien sûr, c'est à lui de le déterminer, de déterminer ce mode, mais de façon consensuelle, c'est-à-dire dans l'équipe de formation. Et de toutes les manières, on reviendra sur ces points, puisqu'on va aller maintenant en profondeur, et comment maintenant réaliser tout cela, pratiquement tous les jours. Voilà, comment faire un contrôle contenu, etc. Comment faire un TP, l'évaluation, en termes d'évaluation, bien entendu. Voilà, monsieur le recteur, moi j'ai terminé, je ne sais pas si... Voilà, donc on va passer à l'atelier. L'atelier, est-ce qu'on maintient la même salle? On maintient la même salle? D'accord. Pardon, Stan? Non, mais maintenant c'est un atelier, mais maintenant les enseignants par affinité pédagogique, elles peuvent se rapprocher, hein, par affinité, pour réfléchir, puisque nous allons travailler maintenant sur le document que vous avez. Je ne sais pas si j'ai la projection, mais j'ai le même document que vous. Je suppose que tout le monde a ce document, hein, qu'on va lire maintenant étape par étape. Et c'est un atelier, donc c'est des questions-réponses. On va le lire, et questions-réponses. Voilà, à un moment donné, je peux vous laisser quelques moments de répit, c'est-à-dire de réflexion sur tel ou tel aspect. Et le prochain atelier, on fera la même chose pour l'évaluation. Donc là, c'est pour les concepts de base et le déroulement des études. L'autre, ça sera pour l'évaluation, c'est-à-dire l'étude du 712. Et là, c'est l'étude du 711 principalement. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde a ce document? S'il n'y a pas ce document, on peut leur donner. Voilà, concept de base. Concept de base, donc je vais passer la première et la deuxième, puisque ça, on en a parlé, et la troisième page. À moins si vous avez une question concernant sur ces pages-là, puisque c'est ce que nous venons d'exposer. Le déroulement des études. Voilà ce que je vous propose, puisque je n'ai pas la projection, donc je vais lire. Que vous l'avez, on va le lire, et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, on l'explique. Donc n'hésitez pas à poser la moindre question sur ce sujet. Le déroulement des études. Plutôt B1, les types d'enseignement. Je cite la source. Tout enseignant sera amené à assurer l'un ou plusieurs des enseignements suivants, cours, TD et TP. Et je définis ce que c'est qu'un cours, je définis ce que c'est qu'un TD, et je définis ce que c'est qu'un TP. On passe sur ça rapidement. Comme remarque, un contrôle d'assiduité. Un contrôle d'assiduité est effectué au début de chaque séance de TD ou de TP par l'enseignant chargé de TD ou de TP. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la présence au cours, elle est indispensable, elle est demandée, elle est souhaitée, mais elle n'est pas obligatoire. Par contre, dans les TD, il y a un contrôle d'assiduité. Donc l'enseignant, il faudrait qu'elle ait au départ la liste des étudiants de tel groupe de TD ou de TP. Il ne faut pas que l'administration accuse un retard.
Il faudrait que l'enseignant ait aussi les outils pour travailler. D'accord. Tfadal. Question Salam alaikum. Bonjour M. Hazla. Dans le socle commun qu'on a reçu du ministère, il y a une matière dans laquelle il n'y a qu'un cours. Et le mode d'évaluation est en évaluation continue. Il n'y a pas d'examen. Est-ce que l'équipe de formation peut-elle se réunir pour dire qu'en réalité, puisque le cours n'est pas obligatoire, et qu'il est pratiquement impossible de compter, d'être à cheval sur l'assiduité, est-ce qu'il est possible que l'équipe de formation juge qu'il serait plus logique d'évaluer au niveau examen et non pas contrôle continu? C'est une question effectivement qui se pose, surtout pour les gros flux. Pour les gros flux, vous avez une section qui fait 200 étudiants, vous avez en ST, je ne sais pas, peut-être vous avez 500, 600 étudiants, et qui ne font qu'un contrôle continu, c'est-à-dire que le socle commun a prévu un contrôle continu. Comment faire? Est-ce qu'on va faire un contrôle continu puisqu'il n'y a pas les séances de TD? Il n'y a que le cours. C'est ça. Il n'y a que le cours, il n'y a pas de séance de TD, je ne peux pas faire les contrôles continus. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a une erreur de conception de l'arrêté. C'est que ils auraient dû prévoir, par exemple, un exposé. Ils auraient prévoir un autre mode d'évaluation que le contrôle continu, puisqu'il n'y a pas le moyen, les moyens, en termes d'infrastructure, qui n'ont pas été prévus pour réaliser le contrôle continu. Eh bien, c'est là où intervient le travail de l'équipe de formation. L'équipe de formation, elle intervient lorsque l'examen n'est pas prévu, bien entendu, dans ce genre de cas. Elle dit que le contrôle continu, il peut être permuté en un autre mode d'évaluation. Ça peut être l'oral, vous pouvez faire l'oral. Ça peut être un exposé, ça peut être tout autre mode d'évaluation qui peut être réalisable. C'est pour s'en sortir. Donc c'est à l'équipe de formation de se réunir aussi et de dire, ça c'est au début du semestre généralement, puisqu'elle va afficher le planning, et de dire que que tel contrôle continu va avoir lieu en oral, par exemple, que tel contrôle continu, ça va être un exposé entre l'enseignant et les étudiants. C'est à l'équipe de formation de prendre ses responsabilités, puisque le texte est flou, il reste flou justement dans cela, et quand c'est flou, c'est que c'est l'équipe de formation qui prend en charge la chose. Est-ce qu'il n'y aura pas de difficulté au niveau du logiciel? Parce que c'est ça le problème. Donc, quand on mettra les notes dans le logiciel, c'est stipulé. Est-ce que c'est du contrôle, une note de TD ou une note du cours? Oui, mais le logiciel, il dit que c'est une note de TD, mais l'équipe de formation, elle juge que la note obtenue, si elle juge qu'elle remplace la note de contrôle continu qui n'existe pas en fait, puisqu'il n'y a pas de TD, c'est l'équipe de formation et d'instruire le service de scolarité et prendre ça en charge. C'est une affaire de saisie, et de saisie et de décision au niveau de l'équipe de formation, du département. Il juge là que c'est comme cela, le service de scolarité il est à leur disposition. Je vous en prie. Comme remarque aussi, la préparation d'un TP est conduite par l'enseignant chargé de TP, assisté de personnel scientifique du laboratoire, c'est-à-dire les ingénieurs, les techniciens, etc. Donc là aussi, il y a des questions qui se posent, surtout pour les... pardon, une question? Je rejoins mon collègue parce qu'au niveau des canevas qui ont été envoyés au ministère, qui ont été validés, donc au niveau du logiciel, on a soit un examen et un contrôle continu, soit un contrôle continu. D'accord? Et soit donc, un examen. Selon les matières, par exemple, l'année passée, on avait un module d'anglais, technique de communication en anglais, on avait un cours et un TD, et selon le canevas, il y avait seulement le contrôle continu, et pas un examen. Maintenant, dans le cas où l'équipe de formation décide qu'il y aura un examen, ou bien qu'il est nécessaire de faire un examen, donc la note doit être introduite dans le logiciel,
Et maintenant, il y aura un problème, je crois, parce qu'avec l'annexe du diplôme, ça veut dire le relevé de notes, doivent correspondre au canevas initialement validé par le ministère. Je crois que ça va poser un problème. Donc, cette décision aura des conséquences, surtout dans le cas de la délivrance du diplôme. Oui, en fait, l'équipe de formation, lorsqu'elle travaille, elle a un socle, il a un programme avec des modes d'évaluation, je crois que c'est croix, comme ça, sur telle ou telle colonne. Mais bien entendu qu'elle va respecter ces croix. Là, quand il n'y a pas un examen écrit, elle ne va pas rajouter un examen écrit. Ça va créer que des conflits. Mais si le contrôle continu ne peut pas être réalisé, il faut bien s'en sortir. Eh bien, c'est là où intervient l'équipe de formation. Et elle va convertir justement l'équipe de ce contrôle continu écrit dans les TD, puisqu'il n'y a pas de TD, en quelque chose d'autre, qui peut être l'oral, qui peut être un exposé. Bon, cela dépend bien entendu des possibilités de l'établissement. Et puis au niveau de la scolarité, il n'y aura aucun problème, puisque la décision a été prise par l'équipe de formation, en son âme et conscience, et connaissant aussi les difficultés de réalisation d'un tel contenu, qui ne peut pas être de toutes les manières réalisé, puisque le contrôle continu il est dans un TD, et alors qu'il n'y a pas de TD, il n'y a qu'un cours. D'accord? Donc il faut bien s'en sortir. Maintenant pour l'annexe au diplôme, dans telle page, de toutes les manières, il y aura une moyenne. Dans le bulletin, je crois, peut-être qu'il y a la moyenne de contrôle continu, je ne sais pas s'il y en a. Mais peu importe, même s'il y en a. L'équipe de formation, il faut qu'elle soit transparente. Elle a pris la décision que tel contrôle peut être réalisé. C'est-à-dire, il demeure tout le temps un contrôle de connaissances au niveau du planning, au niveau du programme. C'est un contrôle de connaissances. Mais au lieu qu'il soit réalisé par écrit, eh bien, l'équipe de formation a décidé qu'il soit réalisé en oral. Surtout lorsque ça touche les UED et les UEM. Dans le fondamental, ce problème ne se pose pas. Dans les UF, le problème ne se pose pas, puisque je connais il n'y a aucun problème. Il y a contrôle continu, examen dans les UF. Maintenant, dans l'UED et les transversales, et même dans certains cas dans les méthodologies, l'équipe de formation, elle peut prendre effectivement la décision de convertir tel contrôle continu en un autre contrôle continu. Tout en restant, bien entendu, légaliste par rapport à la... Donc elle ne peut pas prendre la décision pour apporter un examen ou bien pour ajouter une autre croix dans le canevas. Par exemple, pour faire un examen alors qu'il n'existe pas, ou bien de faire un contrôle alors qu'il n'existe pas. Non. L'examen, non. L'examen, c'est difficile. Non, il faut se limiter au canevas. Le canevas, c'est un contrôle continu. Mais le contrôle continu, vous pouvez, l'équipe de formation, le convertir. Au lieu que ce soit l'écrit, vous lui trouvez une autre formule. Voilà, mais on ne peut pas rajouter une croix ou bien supprimer une croix. Alors, on peut soulever le problème à la tutelle pour qu'il y ait correction au niveau national, puisque ça touche le niveau national. Vous voyez, je continue. B2, déroulement des examens. Tout enseignant sera amené à organiser ou assurer l'examen de sa matière ou être affecté à la surveillance d'un examen d'une autre matière. Ça, l'enseignant, il faut qu'il le sache. Il n'est pas affecté uniquement à l'examen, à la surveillance de sa matière. Ça serait l'idéal. Mais si jamais il y a beaucoup de salles d'examen et peu d'enseignants, il va falloir trouver la meilleure répartition. Certaines règles sont nécessaires pour le bon déroulement d'un examen, parmi lesquelles les étudiants sont tenus de respecter les consignes émanant des enseignants surveillants. Le B. Aucun étudiant n'est autorisé à participer à un examen s'il arrive 30 minutes en retard et plus après la délibération du sujet, la distribution du sujet. C. Aucun étudiant n'est autorisé à participer à un examen s'il ne figure pas sur la liste officielle de l'établissement. Chaque étudiant doit se munir des matériels autorisés et nécessaires à l'examen. Il n'est pas permis à un étudiant de demander à un autre étudiant un matériel donné, sauf l'autorisation du surveillant.
Un contrôle strict de l'identité est effectué au début de la séance d'examen. Les enseignants surveillants établissent la liste des présents et tout étudiant devra remettre sa copie même blanche. Ça c'est important. Il faut que le nombre de copies remises soit égal au nombre d'étudiants présents. Et les enseignants surveillants établissent la liste des présents lorsqu'ils font le contrôle d'identité, et tout étudiant présent devra remettre sa copie même blanche, et chaque enseignant est tenu d'émarger sur la liste des surveillants et aider ses autres collègues à l'organisation et à la finalisation de la séance d'examen, c'est-à-dire le comptage des copies d'examen, etc., la signature. Et bon, il y en a d'autres aussi, hein, il n'y a pas que ça. Mais ça, vous pouvez les trouver dans le 711 qu'on vous a distribué, hein, l'arrêté numéro 711. B3, assiduité et participation des étudiants. L'assiduité et la participation des étudiants au TD et au TP est obligatoire durant tout le semestre. B3.1, l'assiduité en TD. En TD, nous avons l'assiduité et la participation. Dans le TP, nous avons la participation. Et le test, la participation, test et compte rendu. On va le détailler maintenant. L'assiduité en TD. Chaque étudiant reçoit un capital au départ de 3 points. Il lui appartient de conserver, à l'étudiant bien entendu, de conserver ce capital en faisant preuve d'une assiduité sans faille durant le semestre. C'est-à-dire qu'il a 3 points au départ, et à la fin du semestre, il peut les maintenir comme ces 3 points peuvent se déprécier, ils peuvent disparaître. C'est selon son niveau, son degré de participation au niveau de des séances de TD. Eh bien, comment? Petit a, pour chaque absence justifiée, en TD toujours, il sera retranché un demi-point du capital de 3 points. Donc, si un étudiant s'absente 6 fois et qui justifie ses absences, il perdra son capital de 3 points. D'accord? Petit b, pour chaque absence non justifiée, il sera retranché 1 point entier du capital de 3 points. Donc, au bout de 3 absences non justifiées, l'étudiant perdra son capital de 3. Maintenant, si l'étudiant n'a, à la fin du semestre, et l'étudiant n'a enregistré que 2 absences non justifiées, eh bien, il lui restera 1 point, un seul. Et il aura donc la note d'assiduité 1 point. Et ce n'est pas automatiquement 3 points comme le réclament certains étudiants. Et s'il a 2 absences justifiées, eh bien, on lui aura retranché 2 fois un demi-point, c'est-à-dire 1 point, et il lui restera 2 points pour l'assiduité à la fin du semestre. Remarque, un étudiant muni au début du semestre de 3 points pourrait se retrouver avec un nombre de points compris entre 0 et 3 points selon son degré d'assiduité au TD, comme je l'ai dit tout à l'heure. B. Bon, enfin, à chaque fois, vous m'arrêtez, hein, puisque c'est un atelier quand ce n'est pas clair. Hein. B3.2, participation en TD. Oui, Stan. Oui, bien sûr. Bonjour. Moi, je veux parler sur l'assiduité au niveau des cours. Vous savez, nous, surtout en sciences humaines et sociales, on souffre de taux d'absentéisme au cours. Où l'article 11 dit que la participation au cours est indispensable, mais elle n'est pas obligatoire. Mais on peut, comme équipe pédagogique, surtout selon cet article, obliger les étudiants à participer et à présenter au cours. Parce qu'effectivement, il y a un problème très grave pour moi. Il dit qu'un étudiant, là, des fois, surtout l'absentéisme collectif. Bon, peut-être dire un rapport de carence, mais ça ne sert à rien. Et puis, il dit où il déroule l'examen, il passe avec présence d'un cours ou 2 cours au niveau durant un semestre complet. Merci. Effectivement. Effectivement, enfin, les concepteurs, ceux qui ont élaboré le texte, et là, ils ont tout le temps à l'esprit, c'est le tronc commun.
il y a une fixation que sur le tronc commun. Il y a la massification des effectifs, etc. Et c'est pour cela qu'ils ont dit que le cours n'est pas obligatoire, puisqu'ils savent très bien que c'est très difficile à gérer, et effectivement. Mais cet article, il s'adapte, à mon sens, que pour le tronc commun. C'est parce que, universellement, on dit que les cours dans le tronc commun sont indispensables et non obligatoires, mais les cours de spécialité sont indispensables et obligatoires. Ça, c'est universel. Rien n'empêche l'équipe de formation de dire que pour la spécialité, le cours est obligatoire. Ça, c'est à l'équipe de formation. Les textes ne l'interdisent pas du tout. Le texte, il parle surtout pour le tronc commun. Le tronc commun, c'est vrai. Bon, il est très difficile de légiférer et de dire que les cours sont obligatoires avec des milliers d'étudiants. Vous ne pouvez même pas faire l'appel, d'ailleurs, la présence. Par contre, lorsqu'il s'agit des cours de spécialité, les effectifs sont réduits, sont nettement réduits par rapport au tronc commun. Et si l'équipe de formation juge qu'un contrôle peut être effectué, eh bien, elle va légiférer, enfin je ne sais pas si on dit légiférer, pour dire que le cours en spécialité de sociologie, puisqu'il s'agit de l'équipe de formation de sociologie, est obligatoire. Rien ne l'interdit. Ça, c'est l'équipe de formation de décider. B3, participation en TD et en TP. La participation maintenant, comment je définis la participation? Chaque étudiant reçoit un capital de 2 points. Pas 3 points comme là. Il lui appartient de conserver ce capital en faisant preuve de participation sans faille, en œuvrant pour le dynamisme du TD ou bien du TP. Puisque la participation, c'est que l'étudiant participe à faire de telle sorte que le TP soit attractif, et même le TD soit attractif. Donc c'est par poser des questions, par passer au tableau, par faire les exercices qu'on lui donne chez lui en travail personnel, etc. C'est ça justement les 2 notes de la participation. Petit 1. Pour chaque absence justifiée, il sera retranché un demi-point des 2 points. Donc si un étudiant s'absente 4 fois dans le semestre non justifié et qui justifie ses absences, il perdra son capital de points. Petit b, pour chaque absence non justifiée, il sera retranché un point du capital de 2 points. Donc, au bout de 2 séances non justifiées, l'étudiant perdra son capital de 2 points. Hein, c'est des soustractions. Hein. Oui, bien entendu. Anam? Oui. Où ça, mais peut-être que c'est... Attendez, mais peut-être que c'est un problème de ma part. Hein. Oui, bon, bien entendu, c'est pas, oui, là, c'est parce que j'ai fait du copier-coller, j'ai arrangé le 1 en 2. Oh non, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Donc, les 2 points. Si un étudiant ne fait pas, il réalise ses exercices, c'est à l'enseignant de juger. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Donc, il réalise ses exercices, il passe au tableau, il pose les questions, c'est ça la participation. L'enseignant, il juge ou non de lui attribuer ces 2 points à la fin du semestre. D'accord? C'est pas comme l'absence, effectivement, les absences en assiduité. Et pour le TP, c'est quand il réalise ses comptes rendus, son test, etc. Et il participe aussi dans le dynamisme du TP. Il a ou non les 2 points. C'est selon le jugement de l'enseignant. Oui, Pardon, je reviens au point de l'assiduité. Donc vous dites dans le 3.1a, donc l'étudiant, il peut s'absenter jusqu'à 6 fois oui. Avec justification. Et donc si je ne me trompe pas, dans l'article 24, donc la page 9, donc l'étudiant, il est automatiquement exclu s'il s'absente. Oui, en fait. Donc, je pense qu'il y a une petite contradiction. Non, je m'attendais à cette question. Non, là, c'est concernant justement le capital de 3 points. Maintenant, c'est les absences. Il peut être exclu au niveau de... c'est l'équipe de formation. Les textes, ils disent qu'il est exclu. Mais c'est à l'équipe de formation de juger. Ça. Ah oui. Les textes sont là. Et s'ils jugent que l'étudiant, il a vraiment des circonstances atténuantes et que par mégarde, il n'a pas justifié.
Mais c'est à l'équipe de formation d'apprécier. Très bien. Et il le laisse, et il peut aller jusqu'à 7, 6, et à ce moment-là, on lui applique d'accord. Merci. C'est-à-dire qu'on a un peu fait les deux à la fois, dans le cas où l'équipe de formation juge que l'étudiant il peut poursuivre, même s'il a plus de 3 absences non justifiées.